Là, on a parlé, de cet immense et beau projet qui est Mac 5 et tout ce qui est aux alentours, le Palais de la Magie, et cetera. Mais en fait, plus que ces projets physiques, il y en a un qui est presque plus important et plus profond, c'est celui de la reconnaissance de la magie comme art à part entière, notamment avec, l'UNESCO. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus de cet Oui, axe-là? alors ça fait partie des projets que non, on en mène plusieurs. Tout à l'heure, on a parlé du livre qui est un livre collectif. Et là, j'ai rencontré, en prospectant, j'ai rencontré donc la conservatrice en chef du patrimoine au niveau de la région Île-de-France. Et c'est elle qui, elle ne connaissait pas la magie. Alors elle a découvert, elle a trouvé ça extrêmement intéressant. Elle m'a dit, mais pourquoi vous ne feriez pas reconnaître, enfin on appelle ça faire inclure la magie au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Parce qu'elle me dit, si vous arrivez à faire ça, vous allez avoir un focus quand même des médias sur ce que vous avez fait, et ça va vous aider, vous donner du levier pour trouver le site que vous cherchez. Et donc j'ai trouvé que c'était assez intelligent de sa part. Alors c'est un process qui est relativement long, qui se passe en deux phases. Une phase d'abord dans le pays de celui qui va être le porteur de cette initiative. Donc là, j'ai choisi la France, auprès du ministère de la Culture française. Si le ministère de la Culture française, qui a tout un process avec un dossier très très structuré qu'on est obligé de suivre quasi à la lettre, si le ministère valide et accepte, à ce moment-là, il devient lui le porteur du projet avec nous vis-à-vis de l'UNESCO. Donc c'est la deuxième phase UNESCO. Alors, l'intérêt de notre activité, c'est qu'elle était déjà structurée donc en France, mais excusez-moi, elle est structurée à l'international puisqu'on a la FISM et puis qu'on a des pays qui soutiennent. Par exemple, même le dossier que je suis en train de constituer actuellement, il y a beaucoup de soutien. Les présidents de clubs, ils peuvent envoyer une lettre de soutien qu'on a sollicitée parce qu'on étoffe le dossier, bien évidemment. Et il y a spontanément des clubs de Belgique qui l'ont soutenu. Il y a le Canada qui soutient. C'est en l'occurrence, comment s'appelle René-Claude Auclair, qui a organisé la FISM au Canada avant la FISM de Turin, et elle soutient le projet. Donc c'est la francophonie là, qui soutient le projet. Mais il y a eu des Espagnols qui spontanément, parce que je leur envoie le bulletin, ils m'ont renvoyé donc un soutien. Donc c'est bien. Donc déjà en France, on a de la matière, on est représentatif. C'est ce qu'ils demandent, bien sûr, c'est qu'on soit représentatif. Que ce soit quelque chose où il y a même des personnes qui sont intéressées par le sujet et que ça soit pas juste quelque chose d'annexe ou pas un art mineur, mais presque en tout cas. Voilà. Et d'ailleurs, oui. Oui, alors l'objectif également dans la reconnaissance par l'UNESCO, ça serait que vis-à-vis du ministère de la Culture, la magie soit identifiée à part entière dans le spectacle vivant, puisqu'il y a la première ombrelle qui est le spectacle vivant. Dedans, on trouve la danse, le théâtre, tout un ensemble de choses. Large, oui. Et on trouve le cirque. Et la magie, c'est en dessous du cirque. Oui. C'est pour ça que des gens comme Yann Frisch ou Étienne Saglio ou autres vont chercher des subventions. Comme ce sont des créateurs, ils peuvent espérer avoir des subventions, soit régionales de la DRAC, mais c'est du ministère, mais ils sont dans l'ombrelle du cirque, parce que c'est le cirque qui est doté administrativement en moyens. Donc si la magie était reconnue à part entière, ça serait plus simple parce qu'on ne serait pas dilué dans le cirque. Et d'ailleurs, ça soutiendrait mieux le fait d'avoir une maison de la magie. Un palais de la magie. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que la magie, pour toi, elle est digne de figurer au patrimoine de l'UNESCO ? Même si tu prêches un convaincu, quel est ton avis sur la question en tout cas ? Il y a plein de raisons. Alors, une des raisons particulières de la France, c'est que celui qui a amené la magie à avoir ses lettres de noblesse, c'est Robert Houdin. On a un grand passé sur l'histoire de la magie, oui. Et c'est pourquoi d'ailleurs la Maison de la Magie a été faite à Blois, puisqu'il était natif de Blois. Et à l'époque, Jacques Lang, qui était ministre de la Culture, était maire de Blois. Donc oui. C'est sûr que ce sont des paramètres qui ont facilité donc, les choses. Donc ça, c'est une chose. Une deuxième chose, pourquoi elle le mérite ? Eh bien parce qu'elle a quand même des menaces, si on veut parler des menaces, parce que ce qu'il faut protéger, c'est des choses qui sont menacées et qui risquent de s'évanouir. Donc, les gens m'ont dit, mais comment, qu'est-ce qui la menace ? C'est très simple. Déjà, les musicals, les cabarets ferment. Il n'y en a plus. Donc, des gens comme Merlin qui viennent de disparaître,
qui ont été des gens extraordinaires. Et ils ont été formés sur le tas par la multiplicité des établissements qu'ils ont fait toutes les nuits pendant plusieurs décennies. Et donc ça, l'éclosion des artistes sera plus difficile avec la fermeture des théâtres, des scènes, etc. Ça n'empêche pas qu'il y en aura toujours et qu'il y aura toujours des spectacles. Mais Oui, enfin, c'est factuel, le nombre de musicals et de... voilà un élément. Un deuxième élément, c'est que il y a eu le génie humain des magiciens à créer des tours, à créer des tours de main, mais à créer des matériels absolument exceptionnels que l'on ne peut plus, que certains artisans ne peuvent plus faire parce qu'ils n'ont plus la façon, par exemple, dans tout ce qui est en ferronnerie, etc., il y a des choses éblouissantes. Robert Houdin, il a fait des automates. Bon, eh bien ça quitte le territoire de France. Qui est-ce qui a acheté les collections que Fechner avait assemblées sur Robert Houdin? Il avait passé des dizaines d'années là. C'est parti aux États-Unis. Moi, j'ai acheté une pendule de Robert Houdin parce qu'elle allait partir aux États-Unis via l'Italie. Et donc, je l'ai achetée. Ça sera le premier élément que nous aurons dans la muséographie. Je l'ai acheté au niveau de la fondation, qui la mettra à disposition donc, du musée du Palais de la Magie. Et on peut continuer à acheter des choses. Voilà. Mais c'est d'ailleurs un peu scandaleux qu'il n'y ait pas eu de droit de préemption sur... Ouais, il n'y en a pas, mais la magie n'est pas reconnue. Non, donc ça, on le demande dans le dossier. Et ouais, voilà, c'est un point un deuxième point qui est quand même aussi une menace, c'est les jeunes, et toi tu le sais particulièrement, ne lisent plus beaucoup. Ils ne lisent plus. Et moi, j'ai vu des jeunes très brillants. Ils ont l'impression qu'ils ont inventé des choses. Ça existe depuis longtemps. J'ai vu des jeunes brillants. Ils ne connaissaient pas. Je leur ai cité 2-3 noms, et encore des noms récents. Mais ils ne les connaissaient pas. Pourtant, c'était pas des imbéciles. C'était des gens qui étaient cultivés, enfin qui avaient des diplômes, qui parlaient des langues, voilà, qui étaient bien installés dans la société et tout. Mais l'histoire, ils ne la connaissent pas. Et donc, il y a des ouvrages à préserver. Pareil, il y a des bibliothèques et on peut recevoir des donations. C'est-à-dire, bien sûr qu'on peut peut-être acheter en salle des ventes, mais on peut recevoir des donations. Moi, je fais partie des baby boomers. Je ne vais pas dire que j'en ai plus pour longtemps, mais enfin quand même, ma durée de vie est plus derrière moi que devant. Et donc, on va tous disparaître, ce qui est naturel. Et donc, on va laisser des choses. Moi, j'ai construit des choses assez extraordinaires, personnellement. Oui. Et donc... tu as été primé plusieurs fois. Mais je le léguerai. Oui, mais même, j'ai construit des choses que je n'ai pas présentées en concours, qui sont assez extraordinaires, dont des automates. Des automates, c'est fabuleux. J'ai construit... quand vous allez à Los Angeles, vous avez le piano de Madame Irma, qui, vous lui demandez ce que vous voulez, dans toutes les langues, elle vous le joue. Eh bien, j'ai construit la même illusion qui est dans un de nos domaines, qui est dans le sud de la France. Donc, j'ai un piano, c'est un Yamaha, que j'ai mis dans un décor, qui est un décor de clavecin, qui est très, très, très joli. Et Madame Irma, le fantôme, là, c'est Madame de Brimont, qui vient s'asseoir régulièrement, qui a appris toutes les mélodies au fil des siècles avec tous les gens qui sont en défilé de tous les pays et qui le jouent. Ce piano, c'est une pièce exceptionnelle. J'ai l'intention de la léguer donc, au Palais de la Magie. Voilà. Mais il y a d'autres magiciens qui ont des choses comme ça. Alors, souvent, il y a des veuves qui ont soupé de la magie avec leur mari qui n'a pensé qu'à ça pendant toute sa vie, et donc qui se débarrassent. Donc, Georges Proust a régulièrement, heureusement, collecté et acheté un certain nombre de choses, et donc il a préservé beaucoup de choses, mais on peut continuer. Nous, on peut recevoir des donations, et que ça ne parte pas dans des pays à l'extérieur de la France, qu'on garde du patrimoine. Et justement, là, tu parles de tout ça. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement à la magie même? Eh ben d'abord, dans un établissement, d'abord, ça peut faire un hub qui peut déclencher des vocations. Donc, on partira d'initiation. C'est ce que fait d'ailleurs Georges Proust, puisqu'il reçoit beaucoup d'enfants qui pour viennent... des cours, hein, oui, ou même pour des goûters, tout à fait. Location de salle. Tout à fait. Donc, ça sera un autre établissement. Donc, on peut déclencher donc des vocations, mais surtout, il peut y avoir de la formation. Et par exemple, je pensais à une médiathèque. Donc, il y a des magiciens qui ont fait des collections de vidéos absolument extraordinaires. Je ne citerai pas, mais il y en a
a un qui a 35 000 vidéos, ouais. toutes classifiées, dictées, etc. Il est impossible, en raison des droits qui sont attachés aux vidéos, de pouvoir les vendre, enfin je veux dire, d'en faire le commerce. Mais en revanche, Il faut les donner. en revanche, dans un musée, enfin, dans une médiathèque qui a une muséographie, on peut, pour des gens qui sont abonnés, pouvoir présenter les choses. Et on pourrait faire des thématiques. Je prends des thématiques toutes bêtes. Ça peut Non, mais être, ça peut être n'importe ça quoi. peut être les numéros de colonnes. Donc on peut partir de Channing Pollock, etc. et Ça peut être arriver. le focus sur un artiste. Ça Voilà, peut être. voilà. Donc il y a des C'est- choses. Donc il peut y avoir des choses absolument extraordinaires qui puissent être faites. Donc ça apportera beaucoup aux magiciens et en particulier aux magiciens qui ne lisent pas beaucoup. Alors il y a des chaînes comme dans ta chaîne qui sont attachées. Il y a des chaînes aussi comme celle de Thibaut, de Thomas Thibaut, sauf qu'il faut aussi un certain nombre de choses. Donc voilà, bah, c'est très bien. Il y aura une effervescence de chaînes, mais il pourrait y avoir aussi une chaîne dans le Palais de la Magie qui puisse recevoir cette collection qui est extraordinaire. Et donc celui qui a fait cette collection, il est un peu plus jeune que moi, mais pas tant que ça. Et donc je pense que ce sera quelqu'un qui sera demandeur que tout son travail serve à quelque chose et valorise quelque chose. Voilà. Et donc il y en a plusieurs comme ça. Heureusement. Voilà, tout à fait. Et ils n'en feront pas une affaire d'argent, parce que c'est pas non. du tout une affaire d'argent, c'est une affaire de patrimoine, Et de de passion. bonheur, et de savoir que ce qu'on a aimé, ce qu'on a fait, ça va servir à d'autres, et ça sera constructif pour d'autres. Mais là, tu soulèves quand même un point essentiel. Il y a les États-Unis, ils ont leur Magic Castle. Il y a le Royaume-Uni avec le Magic Circle. En France, on n'a vraiment pas à rougir sur l'histoire. On a un patrimoine gigantesque. Tu as cité Robert Houdin, mais enfin, on est quasiment l'un des premiers pays à avoir imprimé un livre sur la magie avec 1584 et le Prévost. Enfin, il y a Reginald Scott en Angleterre, mais je veux dire, on fait partie des pays. Qui paraît-il, est une traduction des ouvrages français. En tout cas, ça, je laisserai les experts débattre de ce sujet-là, mais il y aurait tout un épisode à faire là-dessus, c'est passionnant. En tout cas, toujours est-il que voilà, dès le XVIe siècle, on avait déjà des livres sur la magie, on a un patrimoine colossal en magie, et pourtant, bah, on n'a aucun lieu dédié à ça. Alors oui, il y a des initiatives, il y a le musée de Georges Proust, il y a, il y a la maison à Blois, mais il n'y a pas de lieu, comme tu dis, de lieu où tout le monde peut se réunir, où on peut vraiment faire un projet de bibliothèque, de convivialité, de coaching pour les magiciens, de fabrication, tout ça. Moi, la question que j'ai envie de demander, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de lieu alors qu'on a tout le patrimoine ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais parce que c'est des sujets de moments, d'opportunités et d'hommes. Alors, moi, j'ai la chance d'être à la croisée donc, de la magie d'un côté et de l'autre côté de la promotion immobilière. Donc, je n'ai pas peur d'un lieu. Ça ne veut pas dire je suis sûr de le réussir, on n'est jamais sûr de ça. C'est pas la question. Mais voilà, donc Christian Fechner, que moi j'ai croisé, mais à l'époque j'avais distancié la magie, puisque je suis resté 30 ans sans faire de magie quasiment, ayant fait ce que je voulais avant. Je me suis retiré. C'était l'époque où Christian Fechner a fait beaucoup de choses. Christian Fechner, c'était une énergie. Alors, il a été... Qui a notamment impulsé avec Georges Proust la maison de Blois. Oui, bien sûr. C'est ce que je veux dire. Il a fait des choses tout à fait extraordinaires. Et donc, il aurait peut-être pu aller plus loin. Il a été aussi déçu pour ce que j'ai compris et que Georges Proust d'ailleurs m'a expliqué, il a été déçu par certaines attitudes et donc c'est de cela dont il faut essayer de se garantir. Donc le fait d'avoir créé des outils juridiques adéquats, c'est quelque chose qui peut permettre d'aller beaucoup plus loin. Une fondation, c'est une fondation. Quelque chose qui rentre dans la fondation ne peut pas sortir de la fondation. Donc, et ça valorise vis-à-vis, on est quelqu'un vis-à-vis, enfin on est plus représentatif vis-à-vis des institutions. Alors, les institutions, moi je ne suis pas quelqu'un qui suis à genoux devant les institutions, parce que je suis un entrepreneur né. Donc je vis avec mes risques. Quand je fais des bêtises, je les paye, et quand je gagne, je gagne. Donc Christian Fechner avait cette même approche, mais il n'avait pas pris soin de structurer juridiquement. Et comme il a été déçu, il a préféré après retirer ses collections et puis les donner ou les vendre. Je ne sais pas ce qu'il a fait à Copperfield, ce qui est vraiment dommage. Et moi, si j'avais fait ça à la place de Christian, j'aurais fait une clause de retour. C'est-à-dire de dire, je vous les donne, etc., vous les achetez, vous les avez, c'est vous qui êtes le propriétaire. Mais
vous devez, à chaque demande, accepter les exposés dans des lieux Ce qui me que semble nous la ferions. moindre des choses. Oui, Voilà, oui. donc on aurait pu faire une clause de retour en prêt. La propriété, ce n'est pas forcément quelque chose qui t'y intéresse. Le problème est de préserver les choses. Et ça, Oui, d'accord. Copperfield l'a bien fait, parce qu'il a Il a pris créé sa fondation, pour le oui, coup, et il a pris des dispositions pour que ça puisse Oui. perdurer au-delà de avec lui-même. un achat immobilier Voilà. qui... oui. Après lui-même, il y aura des revenus, etc. Faut-il qu'il y ait des exécuteurs et des gestionnaires? Parce que, par Oui. exemple, quand on regarde Siegfried et Roy, qui pour moi ont été les plus grands sur cette terre, ils sont décédés tous les deux à peu près au même moment. Oui, pendant le Covid, à peu près. Et leur propriété a été rasée à Las Vegas, rasée. Alors que, voilà, parce qu'il n'y avait pas de disposition de préservation. Ensuite, les dispositions de préservation, il faut en prévoir les financements. Et puis, il faut prévoir une institution qui va gérer. L'avantage d'une fondation, c'est ça. Vous avez des administrateurs d'une fondation. Ils peuvent changer, mais la fondation, elle reste. Et si un jour, elle va être balayée, elle est reprise par la Fondation de France. Alors, ça, Oui. là, il y a une dilution. Mais on peut espérer qu'il y ait des magiciens qui, constatant que les outils existent, qu'il y a une richesse des outils juridiques et financiers, ils soient plus enclins à les faire fonctionner. Et d'ailleurs, la direction d'un palais de la magie, tel que je le vois, ce ne sera pas nécessairement un magicien. Non. Il faut que ce soit un vrai gestionnaire. Un gestionnaire De théâtre, d'entreprise, par exemple, de ou théâtre, d'entreprise, etc. Donc c'est un autre métier, et sachant que le lieu sera dévolu à la magie. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage d'attendre tout ce temps. Heureusement, finalement, que vous êtes là avec Mac 5, mais d'attendre tout ce temps pour réaliser ce projet-là. C'est des sujets d'hommes. Regardez, c'est un bonheur d'avoir Georges Proust en France. Bien sûr, Parce c'est pour que- ça que je l'ai cité avec la Maison de Blois, parce que c'est Voilà. des... Il a fait des choses qui étaient presque insurmontables. Oui, Il en a eu le courage, il a eu la ténacité, il a eu la longueur de temps. C'est vraiment admirable. Donc, c'est des opportunités comme ça. Alors, Georges, il a fait ça. mais il l'a fait de manière indépendante, en tout cas. Oui, Enfin, c'est 100%. voilà. Il est C'est indépendant. Made in George. Mais il y a ça, pas eu de... ça c'est bien. Mais bon, Georges a quelques années de plus que moi, pas beaucoup. Mais que va-t-il en devenir? Donc on en a parlé, mais bien évidemment, il faut s'orienter vers des outils qui ont des pérennités longues. Donc et la pérennité, une fondation, elle a plus de pérennité, en tout cas théorique, juridique. Faut-il que financièrement, elle puisse trouver la pérennité aussi? Oui, mais je pense aussi que c'est un manque parfois de volonté. Enfin là, je parle à titre purement personnel, mais par exemple la FAP, enfin la FFM, aurait, à mon sens, peut-être dû faire ce genre d'initiative. Oui, mais il fallait Et les hommes au bon moment. Et peut-être donc, bien. la construction même de la FFM, qui est l'agglomération d'un certain nombre de clubs, fait qu'il y a des mécanismes de direction qui sont compliqués. Moi, quand j'étais jeune, j'étais président du club de Dijon, j'ai été au conseil de l'ordre de la FFAP. Je ne suis pas resté longtemps. Je me suis demandé ce que je faisais, entre ce que j'apportais, entre les crépages de Chignon, Oui. de Maurice Pierre, d'Edernac et de Marc Albert. Donc on voit qu'il y avait des égos, mais des égos qui avaient des projets, pour certains. Maurice Pierre, il a fait des choses remarquables, etc. Mais il n'y avait pas de construction pour le long terme. Non. C'est un peu comme nos politiques ici. Mais en fait, c'est purement politique. Parce Bah que oui. c'est un problème d'ego, tu l'as dit, Oui. et c'est pas une volonté, je pense, et là, si je parle à titre purement personnel, c'est pas une volonté de faire vraiment avancer le schmilblick. Je peux prendre un exemple, mais là, je parle vraiment en mon nom à moi. J'ai créé un site, c'est le centre de recherche sur la prédigitation, où j'ai scanné toute ma collection numérique, et on peut chercher sur le site à travers toute la collection. Et j'ai proposé ça à la FAB, justement, il y a de ça des années. Je leur ai dit, voilà, je vous propose ça. C'est même pas une question d'argent, c'est-à-dire c'est purement offert. C'est un patrimoine et en plus, surtout, un outil que je vous offre. J'ai été gentiment remercié. En fait, c'est pour ça aussi d'ailleurs que je vais plus aller dans les congrès FAP, etc. Et là, je parle vraiment à titre personnel, c'est qu'elle n'a jamais répondu à ce genre de projet. J'ai un autre projet avec Jack Cooper, et je le salue ici, de bibliographie. On a créé une bibliographie tous les deux sur la prédigitation. On ne peut pas dire que la FAP ait soutenu ce projet-là non plus. Donc ça fait beaucoup de choses. C'est lié à la construction même de la FAP. Et à l'intérieur de la FAP, vous avez des richesses extraordinaires, unitaires, d'hommes unitairement. Donc certains s'éloignent de la FFM
parce qu'ils ont été ou déçus ou ils perçoivent effectivement qu'il n'y a pas de retour. Donc voilà. Donc la FFM, elle suit son chemin, elle a des qualités, elle maintient un congrès annuel. Donc même si ça, on ne peut pas comparer par exemple à Blackpool, mais il y a Non, d'autres raisons. c'est incomparable, oui. Les Anglais sont plus commerciaux. La FFM, on va dire qu'elle est plus administrative, peut-être. Voilà. Donc, mais c'est pas une critique. Moi, je suis Non, ravi que la FFM ait rejoint Mac 5 parce que vis-à-vis des institutions, on est représentatif, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est l'agglomération de tous ceux qui nous ont rejoints. Je parlais de la Maison de la Magie et je parlais des autres associations, puis je parlais des gens de qualité, des magiciens de qualité qui nous ont rejoints. Parce que j'aurais pas été soutenu. J'ai fait une préadhésion avant de créer. Parce que je ne voulais pas créer en n'étant pas sûr que j'ai des gens de qualité qui nous soutiennent. Je pourrais parler de Jean et Gilles, par exemple, ou des trucs comme ça, mais par exemple de l'enthousiasme de Norbert Ferré également. Donc quand on a des soutiens de cette nature et qui disent non mais vas-y, parce que nous on croit à ça, il faut y arriver, il faut faire, comme tu viens de le dire, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Parce que... et si je m'en occupe, c'est parce qu'aujourd'hui je suis dans une situation où... Moi, je travaille beaucoup moins que je n'ai travaillé dans mes entreprises, donc j'ai du temps. C'est la première richesse, le temps. C'est vrai. Si on n'a pas de temps, je comprends que des gens ne puissent pas développer des projets comme ça. Il faut les compétences, mais il faut le temps. Après, je pense que c'est aussi une question de priorité. Là, tu en as fait ta priorité. Oui. Je pense qu'il y a les moyens au sens humain. Là, je ne parle même pas de financier. Là, c'est purement humain. Des gens motivés, il faut juste les trouver. Et à mon avis, ça peut se faire. Est-ce que tu peux nous faire un rapide aperçu de où est-ce qu'on est le projet aujourd'hui, le dossier aujourd'hui de l'UNESCO en tout cas, si on revient sur le projet de l'UNESCO? Le dossier de l'UNESCO, d'abord, il a fallu que je constitue une équipe. Alors, il y a toujours des gens qui vous disent non, mais ça, moi, j'y vais, etc. Mais le jour où il faut qu'ils travaillent, il n'y a plus personne. Mais j'ai eu la chance et le bonheur d'assembler des gens qui ont vraiment travaillé autour de moi. Pour ne pas les citer, il y a Pierre Guédin, donc, qui est quelqu'un qui a écrit beaucoup de choses. Qui connaît l'histoire des tours, qui connaît l'histoire de la magie. Il a rédigé des chapitres. Il a fait retour aux sources, notamment. Oui. Pierre a été un gros contributeur au dossier. Il y a François Normag, qui lui a une approche qui est beaucoup venant du théâtre et qui a beaucoup apporté sur des choses. Il y a Guillaume Julia, qui a été aussi très contributeur. Il y a Morax qui nous documentera un peu des parties parce qu'il faut de la documentation. Donc il y a des gens. Donc il a fallu constituer l'équipe. Ensuite, le dossier, il est quasi rédigé. J'ai déjà fait un premier aller-retour avec la conservatrice en chef du patrimoine de la région Île-de-France, puisque c'est elle qui m'avait rapproché du ministère et qui était présente à la première réunion avec le ministère, pour qu'elle audite le dossier. Et donc elle nous a fait une liste de remarques. Elle a vraiment lu le dossier. C'est intéressant, ces remarques. Donc je vais retravailler sur une partie remise en forme, etc. Et on va déposer le dossier probablement dans le courant du mois de décembre. Donc derrière, il y a à peu près 3 commissions qui se réunissent par an. Donc, alors déjà, il y aura des remarques de la personne instructrice au niveau du ministère, on va faire des allers-retours peut-être, et puis quand elle considérera que le dossier est mature pour aller en commission, elle le présentera en commission. Donc la prochaine commission, je n'en connais pas la date, mais on peut espérer que dans les 4 premiers mois, on sera fixé, soit on est rejeté pour des raisons que je ne connais pas. Et que tu connaîtras à ce moment-là, sûrement. Peut-être, s'ils veulent bien me les donner. Soit au contraire, on est validé. Si on est validé, on va à la phase suivante, qui est celle de la présentation conjointe avec le ministère de la Culture auprès de l'UNESCO elle-même. Ce que tu disais tout à l'heure, oui. Voilà. Voilà le timing. Oui, le timing. Pour ça. Oui, c'est ça. Mais j'ai peut-être pas répondu à ta question. Tout à fait. Tu as répondu à la question où en était le dossier aujourd'hui. Et donc là, on est à la phase pré. Il va être déposé. Il va être déposé. Alors, on a fait le boulot principal. Voilà. Il y a Folletto, Joseph Ferrari de son vrai nom. Il disait que la magie, c'était la reine des arts. Oui, c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais petit. Et qu'est-ce que cette phrase elle t'inspire? À quel point tu es d'accord avec elle? Non, mais c'est une formulation. Une jolie formulation. Qui permet d'expliquer qu'on fait des claquettes sur les autres arts. Et c'est tout à fait exact. Et d'ailleurs, dans le dossier présenté à l'UNESCO, je parle des autres arts qui se sont inspirés de la magie. Par exemple, en architecture, qui est un art majeur, on fait des effets d'optique
pour corriger des perspectives. Les temples grecs avaient des effets d'octave, etc. Même pour les palais des prêtres égyptiens, il y avait des trucages pour que les statues puissent pleurer, verser des larmes de sang, etc. Donc, dans la peinture, on trouve Magritte. Dans la sculpture, on n'a qu'à voir ce que Tabary a fait avec le triangle de Penrose, c'est exceptionnel. Il est Les exposé, illusions 3D, il comme est ça, exposé dans des musées. Mais par exemple, il y a aussi les sculptures en creux qui vous suivent du regard. On voit un visage. Donc, on voit que tous les arts majeurs ont touché la littérature. Il y a eu beaucoup de choses sur la magie littéraire. Maintenant, le cinéma. Et donc, actuellement, il y a Alain Chabaud qui est en train de me travailler, de sortir une liste, mais commentée, avec beaucoup de précision sur les films. Par exemple, il y a eu Bagdad Café, il y a les films ne me traversent plus la tête, mais il y a voilà, toute une série. Donc, Jean-Régil m'en a passé, et c'est Alain Chabaud qui fait le résumé oui, la synthèse de tout ça. Voilà. Donc, on voit que tous les arts, donc pourquoi pas la Reine des Arts, parce qu'en plus, elle a un art particulier, c'est qu'elle interroge l'esprit et qu'elle oblige le spectateur à travailler avec le magicien. Quand on est au théâtre, bien sûr, il y a une communication, puisqu'on va applaudir, on va rire, un peu plus passif. on va pleurer, mais quand même, il n'y a pas la même communication. Et d'ailleurs, le magicien, il fait monter en close-up des gens à côté de lui, il fait des choses, il y a une interaction qu'on ne trouve pas même la peinture, les impressionnistes, il y a une interaction, bien sûr, en fonction de son vécu, pour regarder un tableau, mais néanmoins, on met pas le pinceau dedans. Non, on fait monter quelqu'un sur scène. Au théâtre, il n'y a pas de gens qui viennent sur scène. En musique, c'est pareil, il y a l'orchestre, mais il n'y a pas... Donc, il y a une vraie plus-value dans la magie. Voilà. Donc, c'est une reine, je pense, encore une fois, là, tu prêches un convaincu pour moi aussi, mais c'est vrai qu'il va falloir défendre son bout de gras auprès de... Je cite, bien sûr, aussi le poème de Cocteau. Donc L'homme aux mille mains. Oui, l'homme aux mille mains, je vous salue, n'êtes-vous pas représentatif de cet espace Voilà, donc 2 choses à regarder, les Fables de La Fontaine et le poème de Cocteau. Et c'est quoi, peut-être pour plus terminer, c'est quoi ta vision de la magie actuelle ? Alors, moi je suis aujourd'hui en hiver de ma vie, et donc je ne suis pas du tout un nostalgique, mais j'aime bien ce qui est vintage. Donc quand on entend Edith Piaf, par exemple, qui chante, même si on entend le frottement sur le micro-sillon ou les enregistrements, ça a son charme. Voilà, on est en vintage. Moi j'aime bien cela, et j'avoue très sincèrement que tous les tours électroniques me fatiguent un peu, parce que je pense que ça pue l'électronique, ça perd de sa magie, etc. Il faut savoir le présenter, je pense. Oui, la présentation est très importante. Alors, voilà, un sujet qui, dans le Palais de la Magie, peut être très important, c'est d'avoir des cours de comédie, de mime, etc., pour pouvoir faire les choses correctement. C'est évident que actuellement, tous les tutos qu'on a sur les réseaux donnent de très bons techniciens qui sont absolument insipides au niveau de la présentation. Il n'y a pas d'accent. Alors, il y a des gens, bien sûr, qui sont d'excellents présentateurs. Donc, moi, ce qui me défrise le plus aussi, ce sont les tours de cartes vraiment qui fatiguent le spectateur plus qu'autre chose. Donc moi, j'avoue que j'ai du mal à supporter, si vous voulez, le Hemsley qui trompe personne. Il n'y a que le magicien qui pense que ça trompe. Moi, je n'ai jamais trouvé qu'un Hemsley trompait vraiment les gens. Donc, encore une fois, c'est une question de présentation, oui, c'est sûr. Probablement. Mais voilà. Et oui, je suis d'accord avec toi que la technique pure, elle vaut rien. Il faut l'enrober d'une vraie mise en scène. Voilà. Donc, je suis un peu provocateur pour cela. Et j'ai fait des tours de cartes alphabétiques exprès pour provoquer. Et alors, j'ai réussi, au niveau de la fédération belge, j'ai provoqué le jury, véritablement, qui m'a très mal noté. C'est normal, il n'était pas au niveau. On a ton avis sur la question. Et là, tu parlais un peu de Magritte, de tous les arts qui se sont mélangés à la magie. C'est quoi la place de la magie dans la culture contemporaine, selon toi? Magritte étant un peu plus vieux que notre époque actuelle, mais... on la trouve partout, Mais dans la culture contemporaine, on a terriblement... Pourquoi la magie existe et pourquoi c'est la reine des arts? C'est parce qu'on a besoin de rêves et d'espérance. Alors avant, c'était les religions qui voulaient fabriquer. Alors je ne vais pas parler des religions, parce que c'est tarte à la crème, et puis on n'a pas le droit d'en parler maintenant, on peut pas... Donc voilà. Donc l'homme, lorsqu'il est né... Et il s'interroge, où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère, etc. Enfin, il a vraiment, pourquoi je suis là? Donc l'homme, oui. Il se pose des questions. Il a besoin d'être rassuré. Il a un besoin de rêve et il a un besoin d'espérance. Et c'est ce que l'on trouve dans l'enfance. Oui. Et d'ailleurs, c'était la conclusion de Jean Cocteau.
c'est dans l'enfance. L'enfance, dans les Jeux interdits, les deux petits-enfants mangent du pain et pour eux, c'est du chocolat. C'est à la magie. Ils n'ont que du pain, mais c'est du chocolat. Et ils mangent du chocolat. C'est ça, la magie. Donc, le rêve est extrêmement important. C'est le pouvoir de l'imaginaire. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est pour ça que la magie a sa place. Il y a besoin d'espérance. Finalement, c'est où cours je vous vais, je vais dans quelle étagère. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Et merci de ces belles paroles. En tout cas, on sent ta conviction et on vous invite tous à rentrer dans Mac 5 Pour être bien informé, puis pour être faire bien informé. cet égrégore tous ensemble qui va transformer les choses, transmuter les choses. Et transformer la magie. Le rêve, c'est quand même de changer le plomb en or. En ce moment, le gouvernement, il change l'or en plomb. Mais... Ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Et merci, Dominique, de ton temps, en tout cas. Merci pour tout cet échange. Merci de ta gentillesse, merci de m'avoir invité et merci pour l'attention que tu accordes à notre projet.